La F1 est un sport simple. 20 voitures sur la ligne de départ, une course de 305 km et à la fin, c'est un Néerlandais qui l'emporte. Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, bienvenue pour ce débrief du Grand Prix d'Espagne. C'est la 10e manche de ce championnat du monde de Formule 1 édition 2024. Et comme d'habitude, on a la crème de la crème pour nous accompagner et mieux comprendre cette course. Monsieur Hamza Rahmani d'un côté, monsieur Brice Germain de l'autre. Comment ça va, messieurs? Bienvenido a todos. Toujours quand il y a un Grand Prix où on parle espagnol, c'est vrai. avec Hamza, il faut qu'on échange en espagnol. ¿Estás bien? Muy bien, ¿y tú? La carrera fue un poco duro, pero parece que bien. No sé si hay los subtítulos en la vidéo. Ils ne savent pas s'il y a les sous-titres en dessous de cette vidéo. Polo Arrero. La course a été dure, nous a dit Hamza. Il traduit sérieusement. La carrera está muy difícil. C'est vrai que muy difícil. parler Nelson Montfort avec nous pour la traduction. Oui, alors. Mais écoutez, je crois qu'Alonso est en train d'arriver à côté de la cabine Non, mais- France TV Sport. Quelle personne il n'arrive pas à éviter, ce garçon? Franchement, c'est extraordinaire. Quelqu'un de compétent, certainement. Oh non, tu l'es. Genre, là, ça, c'est de l'impro, tu vois. Mais il est bon, tu vois. On lâche un nom. Très très bon. Il est très très bon. Et en grande forme. Peut-être parce que le soleil est de retour, les gars. Vous êtes régalés ce week-end ou pas? Ouais. Personnellement, j'ai pris Depuis la flotte. hier, oui. J'ai pris la flotte samedi. C'est vrai. Tu as roulé samedi. Oui. Foudroyé. Non, j'ai roulé, mon groupe de qualif était le seul sous la pluie. 38ème sur 47, alors que d'habitude je fais top 3 en qualif, ça a fait mal, il a fallu remonter. Terminé 9ème au bout de 3 C'est bon. manches. C'est bien. Je m'en contente. Sur une piste. Sachant que je connaissais pas la. la piste. Sur une piste très difficile. Donc, ouais. Mais. J'ai eu le débrief dans Auto Hebdo ce matin. C'est une piste très compliquée. Insta Hebdo plutôt, non? À mon avis. Ce qui s'est régalé, moi, Hamza Rahmani, sur ce week-end espagnol, sur cette Ça course. va. C'est pas mal. Ça va. C'était pas. Pour Barcelone, ça va. Ouais, bah, c'était pas mal. Moi, j'aime bien les courses on va en parler, mais les stratégies à 2 arrêts. Je trouve que ça pimente toujours un petit peu plus les choses, quand même. Voire 3 pour certains 3. Mexicains. C'est vrai. Dont on ne parlera pas aujourd'hui, d'ailleurs. Notre ami, Non, Sergio dont Pérez. on va essayer de plus trop parler, non? Mais on est sur un triple header, donc je pense que le sujet risque de revenir sur la table. Pourquoi pas dès la semaine prochaine, voire la semaine suivante. 83 à 8 sur les 4 dernières courses. On n'en parle pas. Ils vendent des Kit Kat, vous inquiétez pas. Ils vendent des Kit Kat. Ne commence pas à chauffer, Hamza. Voilà. On va se passer, tout va bien se passer dans un Fuera. bon esprit. Fuera. Les gars, avant de commencer à parler Formule 1, parlons un petit peu F2. Et je vous détaillerai le programme et le sommaire, bien sûr, des 4 enseignements qu'on va dérouler dans quelques instants. Parlons F2 parce qu'on a une victoire française, Victor Martins en sprint. Et ça donne du baume au cœur parce que Victor Martins, on vous donnait de ses nouvelles justement dans notre dernier mag. Et puis un week-end un petit peu plus compliqué ou un peu moins flamboyant pour Isaac Hadjar. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce week-end F2, les gars? Bon, à partir du moment où il se rate en qualification, tout le week-end est compromis. En F2, l'équivalent de la Q3, c'est justement d'être dans les 10 premiers pour assurer à minima en course sprint quelque chose. Là, Isaac s'est retrouvé 11e à la porte de ce qui lui est normalement dû, à savoir ce top 10. Et pour un week-end justement qui partait très mal dès le vendredi, c'est quand même relativement assuré puisqu'il termine juste derrière 2 places derrière Paul Aron en course sprint. En course principale, je trouve qu'il assure quand même l'essentiel en sachant que Paul Aron lui fait une erreur dans le T14. Ça aurait pu coûter cher. Hein. Elle a coûté Oui, cher, elle a coûté cher, mais en tout cas, elle permet à Isaac Hadjar sur un week-end beaucoup moins flamboyant que les autres d'être qu'à 9 points du leader du championnat. Et ça, pour le coup, ça ressemble à Zandvoort pour Théo Pourchaire l'année dernière, avec ce côté, si les week-ends ratés, ça ressemble à ça, je pense qu'Isaac, il signe tout de suite. Ouais, parce qu'il aurait pu perdre. La logique aurait voulu que toi, P11, Paul Aron, ton concurrent au titre, pole position, sur un week-end comme Barcelone, tu peux perdre 25-30 points. Ouais. Voilà, sur l'ensemble des 2 courses, plus les 2 points de la pole position. Finalement, effectivement, il s'en sort bien avec un gros départ sur la course principale. Et puis concernant Victor, il y a la victoire. Et là, ça fait du baume au cœur pour Hart. Grand Ça va Prix mieux aussi, pour Hart, on a la qui se retrouve, sensation quand même. En termes de rythme, je veux dire. Et puis la course principale avec manifestement encore des problèmes que l'on voit depuis le début de saison sur les départs. Et puis après, deuxième virage, la course est terminée. Donc là, pas grand-chose à dire malheureusement. Exactement. Si vous n'avez pas vu l'excellente interview de Victor Martins,
Victor Martins. On lui a posé la question d'ailleurs à Victor la dernière fois qu'on l'a vu. Il nous a dit que les deux étaient possibles, que c'était vraiment à nous de choisir. Donc dans les commentaires, ne vous énervez pas par rapport à la prononciation. Si vous n'avez pas vu cette interview, je vous invite à la retrouver. C'était dans le mag spécial Alpine qui commence par une belle embrouille mais qui finit par des mots doux de Victor Martins. Absolument incroyable. Petite question, Ouais. on va parler d'Aston Martin vu comment vous êtes C'est pour habillé ça. là. C'est pour ça. Et tu sais qu'en plus, le pire, c'est que Jamais. j'ai la même veste qu'elle fasse, moi. Mais j'ai la même veste que lui. J'hésitais à la mettre ce matin et je suis déçu de pas l'avoir mise, tu vois. Mais ça commence à faire un peu 2 contre 1 à chaque fois. Tu sais, cette représentation. C'est le charme de cette émission. Ah oui, C'est le d'accord. charme de Et, cette et émission. pourtant, celui qui a proposé le thème Aston Martin, c'est celui qui est habillé en Alpine. Oui, Exactement. en Alpine. En Alpine. C'est vrai. C'est plus un bleu Alpine qu'un bleu Williams. Oui, enfin, il n'y a pas le gros A. C'est vrai. Donc, non. C'est toi qui mets du C'est Alpine vrai, pendant c'est 5 jours. Je vous expliquerai pourquoi dans le mag. Il doit justifier. Bah oui, maintenant je suis obligé de me justifier. Il travaille et il doit se justifier. Non, mais vu que je les ai défendus la dernière fois, maintenant, Ouh, la je vais honte. je vais devoir me justifier dans le prochain mag. Soyez là mercredi. Mercredi. Toute petite chose avant Oui. de commencer, excusez-moi. Petit coup de gueule. Sachez qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, Ouais. mais lors de la fan zone à Barcelone, Esteban Ocon a pris une salve de huées et d'insultes, encore une fois, du côté de Barcelone. C'était pour lui le message. Oui, D'accord. ils l'ont mis après. Ah, d'accord. Le message, il y a eu un message marqué c'est pas fair play, il faut respecter les pilotes, etc. Donc visiblement le message n'est encore pas passé. Donc nous vous invitons encore une fois à éviter d'harceler les gens, que ce soit en réel ou en virtuel. C'est un comportement qui est inadmissible et ces gens font quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire même au 10e. Donc respectez-les même si vous ne les aimez pas. Merci d'avance. Voilà, c'est En espagnol du coup, parce que c'était à Barcelone. Ou en catalan, si jamais tu maîtrises le catalan. Gracias por respetar un poquito los pilotos que lavarán duro. Trabajo muy difícil. Maintenant que ce message, bien sûr, est passé, on va nous découvrir les 4 enseignements, les 4 thèmes qu'on a retenus à l'arrivée de ce Grand Prix justement d'Espagne. On va parler de Lando Norris et se poser une vraie question. A-t-il encore manqué la victoire ce week-end ? On fera bien sûr une petite opposition avec le destin de Max Verstappen qui tirait les ficelles, en tout cas tout au long de ce week-end. Ferrari, des lendemains difficiles après la victoire à Monaco. Deuxième week-end assez compliqué pour la Scuderia qui voit le retour aussi de Mercedes dans la course. Alpine, enfin la positive attitude, point d'interrogation. La positive attitude, ça a été le mot dans le communiqué de presse de Bruno Famin à l'arrivée C'était de qui, cette c'était Laurie c'était Laurie, la positive attitude. Et Raffarin Et Raffarin surtout, exactement. On n'a pas les mêmes. La positive attitude. On n'a pas les mêmes références. Mais je pense que c'est Raffarin qui l'apprend de Laurie plutôt que Laurie de C'est Raffarin. Raffarin qui l'a popularisé. À mon avis, il s'est dit. Comment fais-je pour paraître jeune? Et c'était un élément de communication qui a été retrouvé et repris hier par Bruno Famin. Et puis, Aston Martin. Allô Aston. On a un problème, ce fameux message généralement de la NASA et qui est valable aussi pour une célèbre écurie C'est pas le britannique. mien. C'est pas le tien. C'est pas le mien de titre, bravo. Ah, je m'inspire des meilleurs, hein, tu sais très bien. Voilà les 4 enseignements les amis, on lance tout de suite le petit jingle mon polo et on rentre dans le vif du sujet. Tu peux la refaire ? La 10e manche de ce Grand Prix de cette saison 2024, le Grand Prix d'Espagne. Nouvelle victoire de Max Verstappen, 61e. Ouais. 61e victoire de Max Verstappen. Une nouvelle deuxième place de Lando Norris. Le premier podium de cette saison de Lewis Hamilton qui n'était plus monté sur la boîte depuis le Grand Prix du Mexique. 4e place pour Russell. 2 Ferrari aux 5e et 6e place. Piastri esselé 7e. Perez encore un peu plus esselé termine devant. 2 Alpines qui complètent le top 10. Premier enseignement. Bravo Sergio. Bravo. On a dit qu'on n'en parlait pas aujourd'hui, mais on dit ça va pas Pardon. tarder. Il y en a un qui est en forme. Ah ouais, je peux te dire Top Sergio, que top. Et Arnor te l'a dit, on va continue comme l'envoyer ça. On est un bien. peu plus souvent à Sens, je vous le promets. Premier enseignement les gars, Norris. Une vraie question qui se pose ce matin, quelques heures après la course. Est-ce que c'est encore une occasion de gâcher, de manquer pour McLaren et pour le pilote britannique ? McLaren avait le meilleur rythme à Barcelone, on l'a vu en tout cas en course, on l'a vu aussi surtout rapide en qualification. Ce départ manqué. Est-ce que c'est un peu dur de parler d'un départ manqué ? En tout cas, c'est lui qui a sauté sur les freins au premier virage, en premier, et qui a donc dû voir céder sa place à Verstappen et également l'excellent départ de George Russell. Y avait-il mieux à faire pour McLaren également en stratégie, qui a essayé de retarder, rallonger chacun de ses relais pour disposer d'un avantage pneumatique sur le dernier relais, mais ça n'a pas suffi. Red Bull a été très très fort ce week-end, moi je trouve en tout cas été parfait dans la maîtrise. On rappelle qu'ils étaient 4e force le vendredi
vendredi et qu'au final, le dimanche, ils ont parfaitement maîtrisé cette 61e victoire de Max Verstappen. Une stratégie là pour le coup assez agressive en course. Le départ était très très important, vous allez en reparler et revenir là-dessus, mais surtout on les a vus anticiper chacun des arrêts du pilote néerlandais et puis Verstappen, c'est le meilleur actuellement sur la piste. Je pense que c'est l'un des enseignements qui éclate aux yeux aujourd'hui, le facteur X de Red Bull qui a encore répondu présent. On en parlera mercredi, mais encore une fois, on l'a dit. Enfin, en fait, c'est une sorte de copier-coller du Canada sans les conditions météorologiques. Il n'a pas la meilleure voiture et il gagne. Et pourquoi ? Parce que le niveau d'exigence pour gagner aujourd'hui face à Max Verstappen, c'est impérial ou rien. Et en l'occurrence, quand Lando Norris dit qu'il aurait dû gagner cette course, je suis d'accord. Il a raté la victoire à de nombreux égards. D'ailleurs, effectivement, Red Bull a fait quelque chose pour empêcher Norris de gagner, mais il y a plein d'éléments qui viennent montrer que Norris a raté cette victoire. La première chose, effectivement, c'est le départ. Il rate son envol puisque Max Verstappen est tout de suite à sa hauteur. Il oublie même de le tasser au niveau de l'herbe, alors qu'il part sur l'endroit normalement plus gommé. Il, du coup, se préoccupe de Max Verstappen au freinage. Il freine avant Max Verstappen. Alors peut-être là que la McLaren a moins de capacité sur les freins que la Red Bull, et ça, ce serait compréhensible. On connaît la Red Bull sur les freins. Du coup, ça le focalise sur la droite de la piste. Sur la gauche de la piste, ça laisse un boulevard à George Russell qui en demandait pas tant et qui partait 4ème, qui se mettait même derrière Norris pour prendre l'aspiration et qui a vu une porte s'ouvrir. Donc il y est allé. Ça, c'est une première chose. Derrière, on le sait, la track position est méga importante. Quand tu pars premier et que tu te retrouves 3ème, tu ne pourras pas développer ton rythme même si tu as la voiture la plus rapide. Le rythme, il s'est développé à partir du moment où Russell s'arrête. Et à partir de ce moment-là, Norris est le plus rapide en piste. Donc, dans un sport automobile, si tu es le plus rapide en piste quand tu as le clean air, apparemment, c'est que normalement, tu aurais dû gagner la course. Et même au niveau de la stratégie, le décalage est super intéressant. Mais le décalage, il est... Je dis pas de bêtises, je vais reprendre les stats pour pas être approximatif. Il est de 6 tours entre les softs et les... Sur le premier relais, ouais. Sur le premier relais. Il y a quand même un truc à noter, c'est que Verstappen part en pneu usé, pas Norris. C'est donc vrai. le décalage peut se permettre d'être un petit peu plus grand. Mais derrière, cet écart se réduit en médium à 3 tours. Moi, je veux bien qu'on décale une stratégie, mais pourquoi on ne la décale pas jusqu'au bout ? Verstappen s'arrête avant, l'undercut est fait, et à partir de là, il ne pourra pas faire quelque chose. Mais pourquoi tu ne tentes pas quelque chose d'encore plus extrême à la rigueur ? Puisque cette victoire, elle t'est un peu passée sous le nez dès le début de course. Tenter quelque chose. Et même à un moment donné, McLaren dit à Norris, qu'est-ce qu'on joue ? 3ème ou premier ? Oui. Non, on joue premier. Hmm. Donc ça, la proactivité, et je pense qu'Andal soulignera, c'est quelque chose d'extrêmement bien chez Norris qu'on n'avait pas forcément vu les saisons d'avant, effectivement. Mais il y a un manque d'ambition un petit peu à un moment donné. Cette voiture joue la victoire. Et cette voiture doit jouer le championnat sur les courses à venir. Il y a du retard, certes, mais elle doit jouer dans l'optique de se battre avec Red Bull au championnat. Dès lors, on doit avoir une stratégie agressive. On doit avoir des velléités agressives. Et pas que Lando Norris. Tout le board doit se dire, l'objectif c'est la victoire. Et au final, on a vu sur le podium un Lando Norris et un Zak Brown qui tiraient la tronche. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la voiture. Alors on a bien compris l'avis de Brice qui pense que Norris a raté la victoire. Il s'appuie aussi forcément sur les déclarations de cette fin de course. Je vous les partage. Il y a d'abord eu une team radio où il dit en fait à l'arrivée, bon, ce résultat n'a pas vraiment d'importance, j'aurais dû gagner mais j'ai chié mon départ. La voiture était incroyable, bravo, on méritait mieux. Et puis avec un petit peu plus de recul en conférence de presse, il dit ce n'est pas que j'aurais pu mais que j'aurais dû gagner cette course. J'ai pris un mauvais départ, la voiture était incroyable et on était les plus rapides, je l'ai perdu au départ, je suis déçu. Mais il y a beaucoup de positifs et une chose négative qui a ruiné mon week-end. Bravo à Max et Red Bull qui ont fait un travail incroyable, mais c'est décevant de la perte, c'est frustrant. Mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Hamza, ton avis, est-ce que tu es d'accord avec Brice et avec Lando Norris ? Plus avec Lando qu'avec Brice, et je suis pas totalement d'accord avec Lando. Je le trouve déjà dur envers lui-même lorsqu'il dit j'ai raté mon départ. Alors je peux comprendre la sensation. Je trouve que Verstappen prend vraiment un bon envol. Lui, il le manque un petit peu, mais en fait, les conséquences sont désastreuses parce que Barcelone étant une piste où entre le départ et le premier virage, il y a une distance qui est très importante et où là, tu peux pas te permettre en pôle de rater ton départ. Là où tu peux à la 3e place de rater ton départ, tu pourras quand même plus ou moins rattraper avec l'aspiration. La première place, t'es battu. Je trouve qu'il tasse rapidement Max Verstappen et il le fait plutôt bien du coup pour l'empêcher, même si au premier virage, Verstappen avait la tête. Je vais pas parler de faiblesse récurrente parce que ça arrivait trop peu souvent, Norris qui part de la première position, mais Sochi il part en tête,
il se retrouve pas en tête au premier virage. Là, il part en tête, il se retrouve pas en premier virage. Il y a une course sprint, pareil, où il part en tête et il se retrouve pas en tête au premier virage. Après, Sochi et Barcelone, justement, ce sont des pistes où, Très longue. même si tu réalises un bon départ, t'as pas l'assurance de te retrouver premier. Une fois que tu dis ça, là où je suis pas d'accord avec Brice, c'est la stratégie extrême. Je vois où tu veux en venir. Un arrêt, c'est ça que je voulais dire. Un arrêt. Un arrêt ou un arrêt avec des hards peut-être ou quelque chose de différent à la rigueur. Mais à partir du moment où la P1 elle est perdue au départ, je trouve qu'il faut tenter quelque chose parce qu'on le sait cette saison. C'est pas parce que tu as le meilleur rythme que tu pourras catcher devant parce que la track position t'en empêche. Donc oui, j'aurais vu quelque chose. Après là où vraiment je pense que t'as pas fini ton argument, donc je vais quand même te laisser. mais sur le côté Barcelone est une piste où partir en pole aide pas. Max Verstappen ne prend pas l'aspiration, il est décalé tout de suite. Non, je te rejoins. Par rapport à Verstappen, tu parles à son Russell. départ est moins bon. Mais je trouve qu'il gère plutôt bien en essayant de le tasser vraiment à l'extrême limite. Il lui laisse suffisamment de place. Je trouve que Verstappen, en allant dans l'herbe, C'est un peu limite. il y avait encore de la place, si tu veux, pour rester en piste. Et c'est cette action qui permet aussi à Russell de passer de l'autre côté. Mais j'ai déjà vu des départs ratés de Norris. Là, pour moi, c'est parler de départ raté, je trouve ça un peu dur. Mais Voilà. c'est un départ raté dans la mesure où, quand t'es premier, tu perds une place, c'est un départ raté, point. T'as vu des départs ratés de Norris 4ème qui se retrouve 5ème, c'est pas grave. Quand tu rates ton départ à Barcelone et que tu rates ton départ à Monaco, moi je trouve qu'il y a une vraie différence dans l'analyse. Je sais pas. Même si tu te retrouves, même si au final tu te retrouves 2e ou 3e au premier virage, c'est différent pour moi de rater un départ à Monaco que Barcelone. Ouais, mais en fait, le truc c'est que si tu prends la chose d'un point de vue un petit peu plus global, et les stats le montrent, Max Verstappen, c'est la 5e fois consécutive qu'il part 2e et qu'il gagne. À partir de là, ça prouve bien qu'il manque quelque chose. Chez Norris, chez Leclerc, tout ça. Leclerc, il a combien de pôles qui sont pas convertis? Alors, évidemment, il y a le rythme de course de la Red Bull qui fait que... Mais ce que je veux te dire, c'est que face à Max Verstappen, être en pole position, c'est un avantage à ne pas perdre. Tout dépend où, peut-être aussi. Non. Partout. Parce Même quand la ligne droite est aussi longue que t'offres l'aspiration à tous tes adversaires. C'est une vraie question. Regarde à Sochi. On se rappelle il y a quelques années, je crois, c'était à Sochi, où tu avais des pilotes qui préféraient partir 3e parce qu'ils savaient qu'ils bénéficiaient justement de l'aspiration du poleman et ils étaient sur le parfait endroit de la piste. Combien de fois depuis une vingtaine de Grands Prix on a vu Max Verstappen ne pas partir en pole position et aller prendre la tête au bout de 4 tours dès que le DRS était activé? C'est arrivé tellement de fois. Le reproche que tu fais par rapport justement au fait que Verstappen se retrouve premier au premier virage sans forcément partir de la pole, j'aurais pu l'entendre si Norris avait été petit bras. Tu vois, s'il l'avait laissé, s'il rate son départ et en plus il lui ouvre la porte, il lui laisse. Là, je trouve qu'il réagit bien à son départ moyen. Oui, donc on est bien d'accord que c'est l'impulsion le problème. On est bien d'accord. Ah oui, bien sûr. Mais derrière effectivement, le comportement, il est bon dans la défense. Je suis d'accord avec toi. Mais le résultat est le même. Il est 3e au T1 et à partir de là, la voiture, la seule voiture qui a le rythme pour battre la Red Bull, elle est plus là. Fais pas des analyses flash score, tu vois. Moi, je pars pas du principe que si tu te retrouves 2e quoi qu'il arrive au premier virage, en fait, tu prends pas en compte les circonstances qui t'amènent à cette 2e, 3e place. Cette année, le problème, mais je suis d'accord avec Verstappen. Les 500 premiers mètres, si ta position c'est 3e, t'as beau avoir la meilleure voiture que Max Verstappen, si tu ne t'en défais pas à un moment donné, ou en tout cas de Russell ou ce que tu veux, le temps qu'a perdu Norris avant le premier arrêt, c'est le temps qui lui coûte la victoire. Point. Et c'est un effet papillon dû à cette mauvaise impulsion. Je suis bien d'accord que la conséquence est violente par rapport à la minime erreur qu'il fait sur l'impulsion, mais en attendant, ça vient de là. Il y a un effet papillon qui part de là et qui amène au fait que Norris finit à 2 secondes 2 de Max Verstappen et que c'est encore pas suffisant quand la McLaren avait le meilleur rythme sur les softs et sur les médiums. La fin, 2 secondes 2, le rythme de Max à la fin, on lui demande de pousser à la fin, mais est-ce qu'il a pas maîtrisé pendant un temps? Ensuite, sur l'aspect stratégique, je trouve que personne d'autre n'a tenté le 1 arrêt. Je pense qu'ils ont des données. Et les armes ne marchaient pas. Et les armes ne marchaient pas. Il y a ça aussi l'idée. Hamilton, lui, a choisi. Personne les a poussés à minima. Hamilton a choisi volontairement de terminer sa course en tendre là où Russell était en dur. C'était une stratégie qui manifestement était établie avant, puisque Russell s'est arrêté quelques tours avant Hamilton. Et Hamilton a dit: je suis heureux de ne pas avoir tenté les durs parce qu'ils ne fonctionnaient pas à Barcelone. Alpine donc, aussi, chez Alpine on a dit ça. Les deux venir après coup dire peut-être qu'il y a une stratégie à un arrêt. Moi justement je loue la stratégie de McLaren. J'aurais été extrêmement frustré de les voir s'arrêter sur le même tour, un tour avant ou un tour après Verstappen. Et là effectivement, si tu termines comme tu le dis à 2 secondes 2, peu importe les circonstances de course, sans avoir la sensation de...
Là, ça aurait été rageant. Ils ont tenté quelque chose avec un décalage de 6 arrêts, je crois. 6 tours sur le premier et 3 sur le deuxième. Tu tentes. On a vu que Norris est ressorti forcément plus loin, mais il a dépassé facilement. On sait que les quelques tours de différence pneumatique, de durée de vie de la gomme, notamment sur le début de relais, à Barcelone, ça a son importance et ça a une incidence majeure lorsque tu veux tenter des dépassements. Norris a dépassé assez facilement, s'est défait assez facilement de ses concurrents justement. Honnêtement, sur cette course-là, j'ai pas grand-chose à reprocher à McLaren. Et puis tu sais, McLaren, enfin je reviens sur cette heure de départ, mais tu le sais et tu le vois dans toutes les télémétries du week-end. Et si vous voulez aller voir les télémétries du week-end, je vous propose d'aller sur le compte des F1 Whisperer parce qu'il les a tous mis. Mais tu regardes toutes les télémétries, l'excellent. Il n'y a pas un moment où en ligne droite, la McLaren elle est au niveau de la Red Bull. Donc si tu perds ta track position sur la Red Bull, va falloir quand même aller la dépasser derrière. Mais bien sûr, mais ça j'ai envie de te dire, c'est un sentiment global sur les équipes de tête aujourd'hui parce que l'écart est tellement faible et tellement minime qu'effectivement c'est frustrant. Aujourd'hui la position c'est le plus important. Mais justement, est-ce qu'en se posant la question ce matin les gars de savoir si Norris a encore et McLaren, jamais délier les deux, en posant la question de savoir si McLaren et Norris ont raté une nouvelle occasion de victoire, est-ce qu'on dénature pas ou rabaisse pas un peu l'exploit, parce que moi je veux vraiment parler d'un exploit et la performance magnifique de Max Verstappen et Red Bull. Regardez, avec ces deux déclarations, on a déjà Helmut Marko qui disait juste après les qualifications sur Sky Sport Allemagne, il disait Barcelone va nous donner une référence pour le reste de la saison, le circuit comporte presque tous les types de virages, donc si une voiture y est rapide, elle est également bonne pour le championnat du monde. Il est clair que McLaren a fait des progrès incroyables au cours des derniers week-ends de course et a une bonne voiture pour tous les circuits et tous les types de pneus. Si l'on considère les longs runs de vendredi, McLaren est devenue la grande favorite de cette saison 2024. Christian Horner, après la course aussi, qui a eu cette déclaration là cette fois-ci sur Sky Sports du côté de la Grande-Bretagne. La course de Max a été brillante. D'un point de vue stratégique, nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons choisi d'adopter la stratégie la plus rapide et cela a porté ses fruits. Le premier tour était crucial, le dépassement sur George était encore plus important. Max a dû dépasser George rapidement. Ensuite, il a fallu gérer les pneus. Max est tellement décisif, il ne se prend pas la tête. Il y avait qu'un seul virage où nous pouvions voir que Lando était plus rapide. C'était le virage 1, le reste, Max le couvrait. Est-ce que ce matin, il faut quand même pas plus insister sur la performance de Red Bull qui était 4e force le vendredi, qui arrive mine de rien grâce à Max Verstappen à s'inviter en première ligne le samedi, et puis cette course, l'exécution absolument parfaite aussi en termes de stratégie, la confiance, bref j'ai l'impression que c'est le navire, le combo Max Verstappen Red Bull qui est invincible en fait, c'est ça l'enseignement. La traîne depuis Imola ne veut pas dire que Red Bull a un tracteur, 4e force, je ne suis pas d'accord. Et puis 4e force le vendredi, alors, si je le dis, je l'ai pas précisé, c'est Helmut Marko qui le dit vendredi, Christian Horner qui le dit dimanche et qui dit on est passé de 4e force ce vendredi en optimisant notamment nos réglages à victoire ce dimanche. Ce qui arrive depuis 5 Grands Prix. Complètement. Qu'il soit à la rue le vendredi et qu'il gagne le dimanche. Donc je pense pas qu'il faut qu'on fasse les virages effarouchés là-dessus en termes de performance de Max Verstappen. Oui, c'est une optimisation parfaite. Ce que Lambiadze dit au tour 2 à Max Verstappen, c'est crucial. Parce qu'ils savent que 2 tours avec les softs derrière George Russell, c'est terminé pour ces pneus-là et que le relais va être flingué. Il faut faire la manœuvre décisive. S'il ne la fait pas, Lando Norris certainement gagne cette course. Parce qu'il va rester au contact. Alors, encore une fois, il faut supputer que George Russell fait bel et bien son arrêt raté lors du premier stop. Mais quand même, il y a eu ça à faire. Et derrière, il y a eu la gestion des gommes avec une Red Bull qui est beaucoup moins économe que ce que peut l'être Norris. Je vous invite à regarder la dégradation de Lando Norris. Il est des pilotes de tête celui qui dégrade le moins, 30% moins que les autres, même que Leclerc qui a une voiture économe en gomme. Exactement. Qui a poussé sur chacun de ses relais. Et là-dessus, avec une piste méga abrasive comme peut l'être Barcelone, Max Verstappen a dû s'échapper en laissant George Russell et Lando Norris à distance convenable tout en économisant ses gommes, qui avait déjà 3 tours de plus que celle de Lando Norris au moment du premier relais. Ça, pour moi, c'est exceptionnel. Et l'Autriche, ça va être pareil. C'est une piste d'économie de gomme. Il faut faire gaffe. Donc là-dessus, pour moi, c'est l'élément où Max vient sublimer sa Red Bull. Parce que la Red Bull, en perf pure, je ne suis pas sûr qu'elle soit moins bonne que les autres. Par contre, elle bouffe beaucoup plus. Et là où Max Verstappen a été très fort, c'est que je trouve qu'il arrive à diminuer cette consommation de gomme pour utiliser sa Red Bull au niveau optimal, sans pour autant devoir s'arrêter 10 tours avant les autres.
Et là-dessus, il a fait une différence qui lui a permis, au moment où Lando Norris s'est retrouvé avec l'air libre, de ne pas combler ses 5 secondes 5, parce qu'au moment où Norris a l'air libre, il a 5 secondes 5. Et derrière, Norris n'arrive jamais à les combler. Il passe à 9 secondes, qu'il arrive à revenir, etc., mais jamais il n'arrive à se mettre dans la zone DRS de Max Verstappen. Et c'est là où c'est fort. Mais pour le coup, encore une fois, il optimise ce qu'il a à faire. Mais si McLaren avait été au top, je pense pas que Max aurait eu les armes. Et du coup, est-ce que ce que fait Max est exceptionnel ? Oui, il peut pas en faire plus. Là, c'est entre guillemets exécution parfaite. Maintenant, j'ai envie de voir cette lutte à exécution parfaite des deux côtés. Et là, on va voir Max qui fera peut-être un exploit de pilotage. Mais là, en pilotage, Max, il n'a pas fait un exploit particulier. Non, dans la gestion, c'est compliqué. C'est de la gestion. Ce que tu demandes est compliqué parce que Max et Red Bull ont une avance déjà de 2, 3, 4 ans, là où McLaren découvre le fait de jouer devant, là où Lando Norris découvre le fait de jouer devant, là où Ferrari et Carlos Sainz et Charles Leclerc découvrent plus ou moins le fait de jouer à la régulière sur plusieurs courses de suite, le fait de jouer devant et pas avec un moteur cheaté. De toute façon, il y a une nouvelle direction, donc forcément, ça a changé. De quoi tu parles ? Enfin, c'était pas un moteur, pardon. Non, débitmètre. Donc, oui, forcément, aujourd'hui, ce qui peut sembler frustrant de l'extérieur, si jamais tu regardes pas la course, tu te dis, oh, c'est encore Max qui a gagné, c'est encore Max qui a gagné. Mais en fait, c'est normal. Parce que justement, tout ce que l'on évoque même depuis le début de cette course concernant Red Bull et concernant Max Verstappen, moi je te rejoins, je trouve que c'est plutôt Red Bull et Max qui ont gagné la course que Norris et McLaren qui l'ont perdu. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'ils ont 60 ou 80 courses d'expérience supplémentaire sur le fait de jouer devant. Ils sont passés là où aujourd'hui est McLaren. Red Bull connaît déjà. Est déjà passé par là à l'époque où ils se battaient face à Hamilton et face à Mercedes. Ferrari et McLaren sont dans cette situation-là aujourd'hui, le 2020. Peut-être que cette même course, dans un an, on aura un résultat différent. Mais ça fait partie aussi du processus d'apprentissage. Moi, ce qui m'a plu, et je tenais à le souligner, c'est j'avais proposé à Brice lorsque l'on évoquait cette émission, Norris, la course de la maturité, parce que ok, il va pas gagner cette course, mais la manière dont il a, je trouve encore une fois d'un regard extérieur, la manière dans sa communication, ses échanges, même son analyse d'après-course, là je commence à voir un pilote, alors je sais pas si c'est l'objectif victoire ou l'objectif titre qui lui donne cette, qui nous permet de voir cette nouvelle version de lui et pas forcément que le clown qui fait des blagues, mais tu te retrouves aujourd'hui dans une situation... D'accord. Écoute, moi c'est ce que j'avais l'image, mais tu te retrouves aujourd'hui dans une situation où il a des avis clairs, tu vois, quand il a eu cette radio où on lui dit alors on peut couvrir Russell tout de suite, ou lui dit non, je vais chercher Max, c'est la victoire que je veux. Ça a été tranché, ça a été clair. Oui, mais tout de suite, moi j'ai repensé à Sochi. Ça dans une situation où là, dans sa voix, il y avait la panique. Ça devrait même pas être une question, c'est ça que je veux dire aussi. Mais pour moi, ça fait aussi partie du processus d'apprentissage. C'est vrai. Donc peut-être que. Mais ça montre quand même qu'ils sont pas encore, je veux dire, tu vois. Ah oui, mais bien sûr, mais ça fait partie. Mais là où ils étaient il y a 2 ans et où Norris était il y a 2 ans, aujourd'hui il a passé un premier palier et il y aura d'autres paliers à franchir pour venir arriver à la régulière sur du moyen long terme, venir concurrencer Max Verstappen. Petite stat pour conclure, j'imagine, l'enseignement. Ouais, tout à fait. Ça fait 8 ans que Max Verstappen a gagné son premier Grand Prix, puisque c'était 2016. À Barcelone en 2016. Et c'est pile poil le jour, Barcelone 2024, où il passe devant Lewis Hamilton en termes de nombre de victoires glanées depuis cette victoire-là. C'est fou. Barcelone 2016, 61 pour Max Verstappen, 60 pour Lewis Hamilton. Ce qui veut dire que depuis 2016, Max Verstappen est dominant. Entre guillemets. J'aimerais bien faire le ratio, tu sais, du nombre de victoires de Lewis Hamilton et du nombre de victoires de Max Verstappen sur la globalité des courses depuis 2016. À mon avis, je pense. Vous ne pouvez pas le faire, le ratio. C'est ça ? Oui, mais tu dois être à quoi, 80-90%, c'est ça ? Ah, des deux, oui, tu veux dire ? Si tu additionnes les deux, c'est ça que je veux dire. Ça fait 121 courses sur 8 années, 155 à mon avis, 160. Ouais, bon, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ouais. Si vous êtes fan de Formule 1, vous avez du courage, les amis. Il y en a quelques-unes de Pérez, apparemment. On n'en parlait pas aujourd'hui. Deuxième enseignement, parlons de Ferrari. On en a peu parlé de Ferrari après le Grand Prix du Canada. La gueule de bois, les lendemains difficiles après une belle victoire du côté de Monaco qui nous avait tous enthousiasmés. Deuxième week-end difficile pour la Scuderia. Alors,
plusieurs questions à vous poser concernant cette course. Est-ce que Sainz a privé Leclerc d'un podium ? On en parlera dans un deuxième temps, comme le pilote monégasque a pu se plaindre à l'arrivée. Vous allez voir que c'était assez chaud pendant la course et même surtout après entre les deux pilotes. Est-ce que cette course a été gâchée dès le samedi ? Ça, c'était les propos de Frédéric Vasseur, on les découvrira tout à l'heure. Et puis surtout, est-ce que cette hype Ferrari n'est pas en train un petit peu de redescendre ? Parce qu'on a le sentiment que Mercedes a fait un bond en avant qui se confirme du côté de Barcelone. Parce que McLaren semble avoir aussi un avantage en termes de rythme, et tu l'as dit tout à l'heure, en termes de dégradation. Et aussi cette question des améliorations. Est-ce qu'elles ont été suffisamment efficaces, même si du côté de chez Ferrari, on est un petit peu patient et on en attend encore un petit peu plus. Juste que quelques éléments pour vous permettre de répondre à toutes ces questions. L'avis du triptyque Sainz, Leclerc, Vasseur à l'arrivée de cette course. Carlos Sainz disait sur la F1 TV, je pense que clairement Red Bull et McLaren sont dans un autre niveau et puis les Mercedes ont un petit coup d'avance. Ça commence à être quelque chose sur lequel nous devons travailler car il est clair que sur ce type de circuit avec des virages longs, des virages moyens rapides, cela nous coûte plus cher. Charles Leclerc, Monaco était mieux que ce qu'on vaut car il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte à Monaco, mais là ça fait 2 courses qu'on galère, donc il va falloir qu'on comprenne, on va devoir analyser ensemble avec l'équipe, la fameuse phrase, car on attendait mieux que ça ici. J'espère que c'était une course à part, mais ça fait 2 courses, même si c'est pour 2 problèmes qui sont complètement différents. Et puis autre explication de Frédéric Vasseur, le bilan c'est que le samedi il faut faire le job le samedi parce que le dimanche ça ne bouge pas beaucoup, on a raté hier, on avait un potentiel meilleur que ce qu'on a produit et on rate quelques gros points. Aujourd'hui on n'a pas fait du mauvais travail, on a changé de stratégie pour passer devant Mercedes, mais comme on a des rythmes qui sont similaires, c'est compliqué de dépasser. Je suis subjugué quand même par Frédéric Vasseur qui a toujours, même 10 minutes après la course, un point de vue supra-global sur les choses et avec un recul d'une froideur. Parce que pour moi, il a 100% raison sur les problèmes de Ferrari. Ouais, le rythme de Charles Leclerc, alors je prends pas le rythme moyen de course parce que sinon en fait tous les rythmes moyens correspondent à la position, c'est logique, mais le rythme moyen de course quand il avait le clean air, Charles Leclerc, c'est 3e derrière Verstappen et Norris, même Norris et Verstappen à 1 dixième et quelques de Max Verstappen, et même sur les softs il est plus rapide que Max Verstappen, Charles Leclerc. Le rythme de la Ferrari il est là, et Charles Leclerc s'inquiète par exemple sur le côté ça fait 2 courses qu'on n'est pas là. Moi je dirais ça fait 2 courses qu'on n'a pas la bonne position en piste au moment du départ, point. Parce que le rythme déployé de la Ferrari, on l'a vu à Miami, Monaco effectivement ça ne vaut pas, mais on l'a vu à Imola aussi, il est là, il match avec McLaren et Red Bull. Alors oui, il y a un problème de virage long, mais ce problème il s'est plus vu en qualif. Et la Ferrari a eu un gros problème en qualif, c'est qu'au virage 9 et au virage 14, et même dans le virage 5, elle rebondit. Et Sainz et Leclerc, dans les virages 9 et les virages 14, non, virage 9, pardon, sont les seuls à pas passer à fond. Et ils ont un lift and coast au moment de ce virage qui fait que, bah oui, face aux Mercedes, à minima face aux Mercedes, ça perd. Et quand tu te qualifies 5 et 6, avec la Formule 1 actuelle, sans stratégie vraiment différente, c'est terminé pour ton rythme. Et ça, pour le coup, on l'a vu, ils se sont décalés. Et je pense que c'est ce qui permet à Leclerc, à la rigueur, de souffler après le début de course. Parce que le début de course, il est cata. Hein. Mais quand il va se décaler et qu'il va aller chercher cette tête et chercher ce rythme de devant, là, oui, le potentiel de la Ferrari est déployé. Et on a revu la Ferrari du dimanche. Mais avec 4 écuries en tête qui sont devant, tu ne peux pas te permettre de te qualifier 5 et 6, tu auras beau avoir le meilleur rythme, on l'a vu, Charles Leclerc et Carlos Sainz n'arrivaient pas forcément à distancer les Alpines. Et pourtant, Dieu sait que leur rythme est meilleur. Donc le problème, Frédéric Vasseur l'a dit, c'est le samedi. Si la voiture n'est pas compétitive le samedi, ils iront nulle part le dimanche, même si la voiture est performante. Que veut dire ? Non mais oui, c'est pas nouveau, il le dit depuis plusieurs semaines maintenant, Fred Vasseur, la nécessité de réussir ses samedis. Je suis pas sûr que Ferrari soit ça veut tout rien dire, encore plus aujourd'hui, mais soit la 4e puissance chez les constructeurs. Mais même si t'es une puissance dominante, comme tu l'as dit, si tu pars plus loin, ton week-end est compromis, sauf circonstances de course particulières. De toute façon, aujourd'hui, si t'as pas et c'est pour ça pourquoi je loue la stratégie de Norris, c'est que les quelques tours d'écart en termes de performance pneumatique permettent de passer facilement. Mais si tu es sur une stratégie plus ou moins similaire à tes concurrents, si tu passes pas au stand, si tu passes pas sur un undercut ou un overcut, en fait, tu te retrouves derrière et tu peux difficilement passer. Parlons des petites frictions, les gars, même si on va pas en faire des caisses non plus sur un épiphénomène qui a eu lieu sur 2 tours de ce Grand Prix, mais il y a eu quand même quelques petites phrases à l'arrivée de cette course. Leclerc-Sainz, est-ce que ça
commence pas à être un tout petit peu électrique. Regardez ce que dit Charles Leclerc. C'était au micro de Canal sur l'émission Formula One à l'arrivée. L'équipe nous avait dit avant la course de préserver les pneus à ce moment de la course. C'est donc exactement ce que j'ai fait. On a eu de la chance de s'en sortir plus ou moins indemne. J'ai eu quelques dégâts, mais c'était globalement bon. On aurait pu faire quelque chose face à Russell en fin de course et ça ne l'a pas fait. C'est donc dommage et nous en parlerons en interne. Charles Leclerc qui rajoute un petit peu plus loin. C'est pas grave concernant cette friction avec Carlos Sainz. Je comprends que c'est sa course à domicile et un moment très important de sa carrière. Je suppose donc qu'il voulait faire quelque chose de spectaculaire, mais je n'étais probablement pas la bonne personne avec qui le tenter. Réponse de Carlos On dirait Sainz. du Gasly. Et tu vas voir, réponse de Carlos Sainz qui est plutôt pas mal. C'était sur la Formula One TV hier. Trop souvent après la course, il se plaint de quelque chose. Honnêtement, à ce stade, j'étais à l'attaque. Nous étions sur un pneu tendre usagé. J'ai dépassé Charles. Je ne sais pas s'il a fait une erreur ou s'il s'est contenté de gérer un peu trop. Je pense que j'ai essayé de faire ce qu'il fallait en tant que pilote. Il a choisi de gérer davantage. Est-ce que cette bataille Sainz-Leclerc a coûté peut-être le podium au Monégasque notamment? Et est-ce que la situation aussi de Carlos Sainz, qu'on annonce très proche, soit de Williams et depuis hier de Alpine, pourrait faire qu'il soit un petit peu moins Team Spirit ou qu'il puisse coûter des points à l'avenir à son écurie. Bon, je sais pas, c'est pas le genre de comportement qui plairait à Alpine, ça visiblement. De pas respecter une consigne de gestion des pneumatiques alors que son coéquipier le fait et qu'il a exactement le même discours. J'espère que tu vas pas lui tomber dessus alors. Non. Ah non, c'est un par constance. Bah non, mais c'est un pilote. Je suis désolé, je trouve ça logique. Après, encore une fois, imposer des consignes d'équipe à des pilotes, dans tous les cas, ça peut mener à ça. Parce que, en fait, il y en a un qui va dire, mais à un moment donné, en fait, il faut que je dépasse, et l'autre qui va dire, moi, j'ai juste respecté ce qu'on m'a dit de faire. Donc, ça donne juste le bâton pour se faire battre en tant qu'écurie. Est-ce que ça a coûté le podium à Charles Leclerc ? Je ne pense pas, honnêtement. Pour moi, ce qui a coûté le podium à Charles Leclerc, c'est de s'arrêter beaucoup trop tôt pour le deuxième arrêt. Mais encore une fois, je crois que les pneus médiums ont un peu déçu tout le monde. Mais quand tu fais un relais, si tu fais le plus long, c'est simple. Tu fais le plus long relais en temps, puisque tu fais 24 tours, avec un tour de beaucoup plus de que rythme Norris. À la fin de son relais. Hein. Sur le pneu de soft. À la fin du pneu soft. Ouais. Et que tu t'arrêtes du coup que 3 tours après max. Que tu t'arrêtes. Oui, c'est ça, que 3 tours après max sur le même tour que Norris. Bah, je suis un peu déçu parce qu'au final, le temps que t'as perdu, parce que t'as quand même perdu du temps sur tes pneus usagés tendres, on va pas se mentir, tu peux pas le rattraper. Et il se retrouve à 9 secondes, je crois, de Sainz quand il ressort. Et derrière, il faut que ça a un avantage plus tard. Pour moi, c'est plus là qu'il a perdu son gain face à Russell à la fin de course. Sinon, pour moi, la course, elle est pas du tout mauvaise. J'ai vu plein de gens dire Leclerc fait une course anonyme. Non, je pense qu'il fait la course qu'il peut faire. À ce moment-là, en étant derrière les Mercedes, mais je suis pas sûr que ça va aller mieux que ça en partant encore une fois 5e et 6e et en ayant des possibilités de dépassement uniquement au DRS. C'est l'analyse flash score. L'analyse la mienne fiche Wikipédia. Non, ceux qui disent course anonyme, etc. Ah oui, d'accord. Oui, t'as regardé les résultats sans... Tu vois le résultat sur ton téléphone. Je suis 2 fois, ça commence à faire beaucoup. Calme-toi, Alpha Smo. Non, mais je trouve que... Ouais, je sais pas, il y a pas grand chose à reprocher, mais en même temps, la performance n'était pas là, mais encore une fois, n'était pas là, je trouve aussi, parce que tu pars loin. Il y a une impotence en fait, il y a une impotence dès l'arrivée des qualifications. Juste c'est mort. Juste sur cette question Sainz, je sais qu'il accepte le swipe des positions avec un peu moins de difficulté qu'Esteban Ocon au Canada à la fin de la course, mais j'ai eu ce sentiment, on en a parlé avec Hamza hier soir. J'ai eu ce sentiment quand je l'ai vu partir à la bagarre avec Charles Leclerc. Je me suis dit, c'est quand même un pilote qui vraisemblablement ne sera pas dans un top team l'année prochaine et qui a peut-être tout intérêt à montrer justement de quoi il est capable lorsqu'il a une voiture qui a l'un des rythmes dominants. Les gens le savent ou pas? Non, mais je me pose vraiment la question de savoir à quel Carlos Sainz on va avoir sur la deuxième partie de saison. D'autant plus que manifestement son contrat, enfin c'est ce que laisse entendre notamment Julien Febvre, son contrat en fait il est signé chez Williams, tu vois. Donc si ce comportement avait eu lieu sur la première partie de saison, qui n'aura pas l'année prochaine, tu vois. Est-ce que tu vas pas tout donner lieu lors de la première partie de saison? Tu te retrouvais effectivement avec un pilote qui doit prouver, qui veut avoir un baquet chez Red Bull, qui veut avoir un baquet chez Mercedes, qui veut avoir un baquet chez Audi à l'époque où on parlait d'un projet sérieux. Enfin, je sais pas, ça se trouve il est encore. Mais ça veut dire quelque chose quand même que Carlos Sainz n'y aille pas et que. Ocon non plus, vraiment. Mais aujourd'hui, manifestement, son contrat chez Williams il est signé. On attend juste l'officialisation, même si là, depuis quelques heures, on entend une musique qui
parlerait d'un retour d'Alpine dans les négociations, j'aurais confiance. Oh là là. J'aurais tendance, à faire confiance à Julien Febvre notamment et à ses infos. Donc, moi, oui, après, c'est peut-être le kiff de jouer la gagne devant. Après, est-ce que Carlos Sainz, c'est un pilote Après, encore une fois, il n'y a pas de gagne à jouer là. Hein. Oui, voilà. C'était quoi à ce moment-là? Cinquième. 4e, 5e place. Ouais, 5e place. Après, c'est le début de course. Tu t'es dit peut-être que. Ouais, je sais pas, honnêtement. Je sais pas. Après, ça va être la gestion, encore une fois, d'un patron d'écurie. Et là, par contre, j'ai confiance en Frédéric Vasseur pour recadrer tout le monde si besoin. Et ça a été le cas notamment lors du swipe, on le rappelle, en fin de course. Les gars, parlons de sujet préféré, sujet du moment, 3e enseignement, Alpine, les gars. Alpine, est-ce que c'est enfin la positive Ah ouais, attitude direct Flavio. Ouais, D'accord. Oui, bien sûr. C'est quand même la nouvelle du week-end, les gars. C'est quand même un truc extraordinaire. Grâce à Flavio, les performances sont au rendez-vous. Alors, justement, est-ce qu'on Il est a cassé rentré les genoux dans le paddock. dans la positive attitude? Il y a 2 lectures pour Alpine en ce moment. Il y a la lecture de ce qui se passe en coulisses, et on est obligé, on peut pas passer outre, avec des coulisses agitées. Et puis, il y a la lecture de ce qui se passe sur la piste. Commençons par les coulisses, mais je vous interrogerai en premier lieu sur la piste. Commençons avec les coulisses avec Flavio Briatore. Il est de retour. Il est de retour à Enstone, l'homme qui a fait gagner Enstone, qui est de retour en Formule 1 après le plus grand scandale sans doute que la Formule 1 ait connu. La rumeur de l'arrêt des moteurs Renault qui est née la semaine dernière du côté des 24 heures du Mans, qui était un bruit aux 24 heures du Mans et qui est devenu un bruit qui a pris de l'épaisseur lundi après les révélations de la presse étrangère. On a, tu l'as dit, ces dernières heures aussi, un 3e point concernant les coulisses d'Alpine, Luca De Meo qui tenterait le all-in pour convaincre Carlos Sainz de rejoindre les rangs de l'écurie française l'année prochaine et faire équipe avec Pierre Gasly. Ça, c'est l'aspect coulisses, on va en parler dans quelques instants, mais avant, je veux qu'on parle de la piste. Mine de rien, Alpine était 5e force ce week-end à Barcelone. Barcelone, on dit que c'est un circuit varié, un véritable circuit test, où si on est performant à Barcelone, normalement on doit être performant ailleurs. Alors Alpine a été performant à Barcelone, mais Alpine ne sait pas pourquoi, on le verra un petit peu plus tard. Meilleure qualification quand même de la saison, c'est à noter, et la 3e course consécutive dans les points, encore 2 Alpines dans le top 10. Les gars, est-ce qu'enfin, si on se concentre uniquement sur ce qui se passe en piste, est-ce qu'enfin, il n'y aurait pas des motifs d'espoir, des motifs de positivisme? Qui l'eût cru, en tout cas, qu'Alpine puisse être aussi performant sur une piste telle que Barcelone après le début de saison catastrophique? Si on parle uniquement de la perf de la monoplace, ça fait quand même plusieurs courses que les motifs d'espoir sont là. Maintenant, je trouve que les motifs d'espoir, ils sont à confirmer par quelque chose. Et ce quelque chose, il sera davantage présent quand les pilotes arriveront en zone mixte et diront on a compris ce qui va pas ou ce qui allait pas. Ou... Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que quand tu vois Pierre Gasly arriver en zone mixte et qu'il te dit ah, c'est super, c'est trop bien, l'Autriche, on verra, on sait pas. Bah, en fait, je ne serais absolument pas étonné si les 2 Alpines sont 19 et 20 en Autriche ou à Silverstone ou en Hongrie. Parce que pour le moment, la perf est là, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, si les réglages, c'est prendre une roue, la lancer et dire bon, on va faire ça au doigt. Flavio dit que c'est là-bas. Non, c'est le yacht club de Portofino, je comprends pas. C'est une petite blague privée pour ceux qui connaissent. T'as été invité du coup, raconte-nous Non, l'histoire. c'est l'un de nos rêves. On n'a jamais été invité, mais c'est l'un de nos rêves d'aller à Portofino. Je suis passé devant, mais je me suis pas arrêté. Billionaires Club. En tout cas, il y avait des lumières bleues, jaunes, vertes, rouges. Et des robes bleu, rouge, vert. Ça, j'ai aussi. pas vu, ça J'imagine. Bah, Benetton, hein, United Colors. Hein. Il y en avait de partout. En ce qui concerne la perf voiture, oui, j'ai besoin en fait que qu'à un moment donné on dise ok, on a trouvé ce qui va pas et du coup le prochain package d'évolution il tend vers ça. Parce qu'au final, s'ils comprennent pas là, où est-ce que tu veux orienter tes évolutions? Je pense qu'il y a des événements bien heureux, il y a une meilleure gestion, un calme un peu revenu sur certains aspects. On a vu d'ailleurs Esteban Ocon sur le départ essayer de rester le plus loin possible de Pierre Gasly. Ils ont changé les 2 monoplaces aussi. Oui, c'est vrai. Les châssis, ouais. Même si Esteban Ocon a eu un problème. Hein, donc c'est bien exécuté, il y a les points, c'est revenu, c'est passé devant As. Ils sont passés devant As. Oui, c'est passé devant As. Top, tu vois. Ça veut dire que là, on a entre guillemets gommé le mauvais début de saison. On peut même peut-être partir à la chasse d'Aston Martin, qui sait. On en parlera après. Mais motif d'espoir de quoi? Motif d'espoir d'aller rechercher la 4e force du championnat? Non. Motif d'espoir d'aller répéter le plafond de verre? Non, motif Mais d'espoir la 4e force du championnat, on va en parler juste après. motif d'espoir de plus être ridicule, éventuellement. C'est déjà quelque Mais chose. pour le moment, la performance, là, elle n'est pas comprise. Donc la trajectoire ascendante,
elle a un petit côté coup de chance, j'ai l'impression. Et encore une fois, je veux pas faire offense à Alpine, mais c'est eux-mêmes qui le disent. C'est très bien, on est là, mais il va falloir comprendre. Quand ils auront compris, là, je pense qu'on aura passé un vrai gap dans le côté. Allez, on se relève. Je te mets les propos justement, Hamza, de Pierre Gasly et de Bruno Famin. On a beaucoup attaqué la com d'Alpine qui n'a pas été vraiment bonne, c'est un euphémisme, qui a été catastrophique ces dernières semaines. Mais là, ils ont été assez bons pour noyer le poisson. À chaque fois qu'on leur pose la question de mais comment ça se fait que vous attendiez pas, enfin comment ça se fait que vous ayez trouvé la performance ce week-end, Bruno Famin. La voiture, non pardon, Pierre Gasly, excuse-moi mon polo, je t'ai indiqué dans la mauvaise stratégie. Il va falloir trouver des réponses, nous dit Pierre Gasly. Ici, ça fonctionnait mieux que prévu, il y a des choses à comprendre, mais ça va dans la bonne direction. On espère répéter en Autriche ce qu'on a fait sur les dernières courses. On espère. Bruno Famin cette fois-ci. La voiture, les pneus, vous savez, en Formule 1, c'est tout un ensemble. Il faut aligner les planètes avec les températures de piste. C'est toute la difficulté de ce sport. Ça, c'est quand même bien noyer c'est quand même l'art de noyer le poisson. Il faut tout mettre bout à bout et comprendre pourquoi. Alors, on comprend mieux la voiture parce que David Sanchez est arrivé récemment et apporte quand même un œil neuf sur ce qu'on fait. On fait les choses différemment, on a une meilleure compréhension, mais on ne va pas garantir qu'on comprendra tout partout. En fait, ce que je comprends, moi, c'est que eux n'ont rien compris pourquoi de la performance d'Alpine ce week-end. Mais ça va être important, ça va être très important parce qu'effectivement, comment tu peux apporter des évolutions ? On en revient à ce que disait Brice. Comment peux-tu apporter des évolutions à une voiture que tu ne maîtrises pas encore l'intégralité des composantes ? Tu ne comprends pas non plus dans quelle direction tu veux aller. Et je reviens à ce que l'on dit depuis le début de saison, et ça a été aussi dit, je crois, par Fred Vasseur ce week-end à Barcelone. Aujourd'hui, tu es dans l'obligation d'apporter des évolutions pour survivre en Formule 1. Oui. Parce que sinon, tu te retrouves largué. Laurent Mekies, ce week-end, disait « Les évolutions, on ne les comprend pas forcément, mais on est obligé de les ramener ici à Barcelone. » Aussi parce que Barcelone est ce circuit test. Faut tester. Mais parce que aussi, si tu ne testes pas, tu rétrogrades immédiatement dans la hiérarchie parce que les autres vont amener des évolutions. Aston Martin. Encore une fois, on voit que cette Alpine termine dans les points. Les deux voitures terminent dans les points. C'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, Racing Bulls, pardon, a amené des évolutions. Elle ne comprend pas encore sa voiture. Il termine loin. Peut-être que les évolutions fonctionneront en Autriche et qu'on retrouvera aussi. En fait, loin de moi l'envie de dévaloriser les doubles points d'Alpine, mais je trouve en fait qu'ils sont un peu là par défaut dans le sens où Hülkenberg et Leas ont eu des problèmes manifestement sur la gestion des gommes. Racing Bulls du coup a des évolutions qu'ils ne comprennent pas. Aston Martin, on en parlera dans quelques instants. En fait, c'est l'écurie qui a eu le moins de problèmes, mais qui en même temps, donc ce qui est à très court terme, en l'occurrence Barcelone, est une excellente nouvelle, mais effectivement pour l'avenir, il va falloir très vite qu'ils comprennent pourquoi est-ce que sa voiture a fonctionné à Barcelone, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ailleurs, parce qu'effectivement ça pourrait t'ouvrir de nouvelles perspectives pour la fin de saison, de nouvelles perspectives pour ne pas terminer dernier du championnat. Exactement. Là, c'est le côté piste. Parlons maintenant du côté coulisses, les gars. Il est de retour, l'enfant prodigue. L'homme qui a bercé notre enfance. Il est en train de se chauffer. L'homme qui a bercé notre enfance, qui sans avoir participé à Koh-Lanta répondait aux questions de Denis Brognard et nous donnait tant d'informations avant le départ de chacune des courses. Monsieur Flavio Briatore fait son retour à Enstone 15 ans après avoir quitté la Formule 1 avec perte et fracas. À l'époque, je rappelle qu'il avait été banni à vie de la Formule 1, comme quoi quand on est banni à vie de la Formule 1, moi je me fais pas de soucis, si un jour on est banni à vie de la Formule 1, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors qu'Andretti est banni sans avoir été banni. Exactement, voilà. Je comprends pas, peut-être qu'il veut faire partie d'un petit club. Toujours des soucis de statut. Le club d'écoliers. Je suis obligé de vous faire réagir sur le retour de Flavio Briatore, qui, mine de rien, pour sa première interview à un média français, c'était Canal+ vendredi, nous a absolument régalé. Moi, ça m'avait manqué. Genius. Il dit, Flavio Briatore, ça fait des mois qu'on en parle. L'histoire n'est pas tombée d'hier soir. J'ai eu un super feeling avec Luca De Meo. Je pense que c'est un génie. Et moi, je pense être un génie de la Formule 1. On s'est donc naturellement retrouvés. Qu'est-ce que je peux apporter ? La culture de la gagne, l'esprit de la compétition et de la course. Voilà ce que je maîtrise et ce qui m'a permis de gagner avec Renault ou avec Benetton. C'est les gens qui font l'équipe. Tous ensemble, on doit être convaincus de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut faire et de voir Alpine revenir. Écoutez bien, dans les 4 premiers d'ici 2 ans. Encore un plan. Et bien sûr, toujours Encore un plan. Sinon, ce serait pas drôle.
Flavio Briatore, son retour, c'est notre ami justement F1 à la loupe, Jérémy, qui en a parlé brillamment. Il donnait son avis justement concernant le retour de Flavio Briatore. C'était dans l'émission Pole Position sur Winamax TV, que je vous rappelle, vous pourrez retrouver en preview de chaque Grand Prix. On écoute Jérémy et je vous laisse réagir tous les deux parce que vous n'étiez pas en plateau ce samedi. Le deuxième niveau où, à mon avis, Alpine F1, le projet Alpine F1 s'est tué, c'est dès sa genèse. Je pense que c'était un projet mort-né, dans le sens où, en passant de Renault F1 Team à Alpine F1 Team, on est passé de la promotion d'une technologie Renault, qui fait sens, c'est-à-dire essayer, quand tu es Renault, de promouvoir justement ton potentiel d'ingénierie et technologique et tout ce que ça renvoie au niveau de l'image des voitures de série. On est passé de ça à un projet de promotion purement marketing. Rien que dans le symbole, en fait, l'ambition ne peut pas être la même. Et évidemment, je pense que le projet Renault, entre guillemets, au sens large en Formule 1, a perdu énormément de sa puissance à ce moment-là. C'est pour ça que le rôle de Flavio Briatore, je le pressens, peut-être que je me trompe, sera un rôle transitionnel pour savoir ce qu'on va faire effectivement de cette écurie alpine. Tu parlais d'audit, je pense que c'est vraiment le bon terme. Plus que de parler de recrutement d'ingénieurs et de manœuvres de pilotes, je vois bien Flavio Briatore dans un rôle de conseiller en tant que businessman pour essayer de signer des deals, des partenariats, des sponsoring et voir ce qu'on peut faire de l'écurie alpine dans le sens où est-ce qu'on va encore avoir une écurie alpine motorisée par Renault, on va en parler après. Est-ce qu'on va avoir une écurie alpine qui restera alpine dans le nom mais qui n'aura juste que le nom comme par exemple Alfa Romeo avec Sauber, une sorte de renaming, ou est-ce que carrément on aura un rachat par un partenaire d'Alpine? Voilà, je pense que le rôle de Flavio Briatore sera ça, parce que le constat d'échec du projet Alpine en Formule 1, maintenant, il est consommé, il est fait, et je pense que justement ce recrutement, cette arrivée de Flavio Briatore, ou plutôt ce retour au bercail de Flavio Briatore, montre bien et la preuve concrète qu'on a échoué tout simplement. L'excellent F1 à la loupe, Jérémy, qu'on embrasse et qui nous donnait cet avis avisé. Les gars, votre sentiment peut-être sur ce qu'a dit Jérémy et surtout sur ce retour de Flavio Briatore? Je pense qu'il est là pour remettre de l'ordre dans certaines prises de position internes, Flavio Briatore. On l'a souvent dit, il manque une puissance d'influence chez Alpine. On a essayé avec Alain Prost, il y a eu de la bisbille. On n'a plus essayé après, on va pas se mentir. Mais quand même, c'est ce genre de puissance où des choses auxquelles on ne penserait pas, Flavio Briatore va y penser pour les tenter. Alors des fois, c'est illégal, hein. Mais en attendant... T'es en train de me dire qu'il a le mérite d'y penser? Non, je te dis juste qu'en fait... Tu penses qu'il va demander à Ocon de se mettre dans le mur à Singapour? Non, mais par exemple, toutes les innovations qu'on crée, des dominations, elles ont provoqué pas des procès, mais des demandes de clarification à la FIA. Parce que c'est toujours l'exploration de zones grises de certaines choses. Est-ce qu'on a vu Alpine ou même Renault, depuis 2016, explorer des zones grises? Non, pas depuis 2006 même, je vais te dire. On est bien d'accord. Ils ont exploré la zone grise de Singapour. Le pont de Singapour, en l'occurrence. C'est une zone noire, hein, très clairement. Il y a pas assez de lumière, je comprends pas. Mais tu vois, Mercedes avec le DAS, Ferrari avec le débitmètre, je te dis, les choses sont illégales, pas illégales. Mais en attendant, on a exploré chez ces écuries-là. En fait, on a tenté des choses. Le double diffuseur, vous avez certainement regardé aussi le documentaire sur Brown Grand Prix. Mais toutes les écuries se sont dit, c'est de la triche, c'est pas possible. Et c'est justement explorer ces trucs qui font que les écuries vont venir à un moment donné trouver une faille. Le Mass Dumper, par exemple, à l'époque de Renault et de Flavio Briatore. La Racing, la Mercedes Rose ou la Red Bull verte. À un moment donné, en fait, c'est des choses qui ont permis à des écuries de, sous couvert de l'égalité un peu sombre, de se relever. Flavio Briatore, c'est le genre de gars qui, lui, va penser à ces choses-là. On va dire, mais attendez, mais il y a ça et on n'y pense pas. Et à minima, si on se fait choper, on va dire ça ici à ça. C'est quand même un sport de brigands, on va pas se mentir, quoi. Donc... il va peut-être c'est pour ça que c'est un génie de la Formule 1. Bah malheureusement, ouais, tu vois, enfin je comprends tous les commentaires sur les réseaux qui disent mais vous vous rendez compte de ce qu'il a fait, il revient, machin et tout. Mais attends, il y a quel mec hors communication lisse, je veux dire, il y a quel patron d'écurie depuis 30 ans qui a pas fait des crasses en interne, je veux dire. Le paddock est un milieu de requins, réveillez-vous.
Jérém disait pendant pole position, il disait la Formule 1 a été dirigée pendant 40 ans par quelqu'un qui était un petit peu nostalgique des heures les plus sombres de l'histoire de notre humanité, et l'autre qui se déguisait justement dans ceux qui avaient participé à ces heures les plus sombres. Donc, dans les égouts aussi. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'on veut un retour à ça. Non. Attention, ça veut juste dire que. La précision, ouais. Non, mais oui, parce que- t'as raison. Faut pas se dire, au fait, réveillez-vous, c'est ça la Formule 1. Surtout Non, en ce moment. c'est pas ça. C'est simplement que les meilleurs en Formule 1 ont toujours été quand même ceux qui pensaient borderline quand même. Parce que si tu ne penses pas borderline, tu ne vas pas surperformer. Helmut Marko et son camp Covid par exemple. Mais en l'occurrence, en fait, il y a 90% de choses ultra négatives dans ce genre de personnalité. Mais par contre, les 10% de choses qui passent, qui sont légales, en fait, c'est le truc qui va aller débloquer les choses. Donc, je suis pas forcément pour, parce que j'ai l'impression que c'est plus l'arrivée d'un nom que l'arrivée de quelque chose qui va vraiment tout changer chez Alpine. Il a 74 ans, on le sait, il a des problèmes de santé. C'est pas forcément il va pas révolutionner l'écurie non plus. Est-ce que tu disais pas ça lorsque Alonso a été signé par Renault? 74 ans, non. Pas vraiment, non. Pas 74 ans, mais Non, il y avait mais- forcément Mais un non, doute, un arrête, côté nostalgique. arrête, Il arrive en fin l'effectivité. de carrière. Mais non, l'effectivité de ce que peut amener Alonso sur mais une je te dis piste, ça ça. n'a rien à voir avec ce qu'amène Je- Flavio Briatore je en te sa dis ça, présence je dans te le dis ça, paddock. moi, je suis pas forcément convaincu Oui, par c'est le ça. retour de Briatore. Attention, hein, je pose. C'était il y a 10 ans qu'il fallait le la faire question. revenir, c'est pas maintenant. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas quoi en penser. Bruno Famin dit qu'il n'aura aucun rôle sportif. Mais t'es bien d'accord que c'est que de l'interne et que c'est hors de la ouais, communication en fait. C'est Luca De Meo qui l'a mais nommé. C'est de l'influence, c'est du pouvoir. Oui, c'est ça. c'est- Et à quoi servirait ce pouvoir si demain Alpine, parce que encore une fois, du coup, avec les infos qui sortent par Ah. rapport à la motorisation à venir d'Alpine, À je contrôler moi, Enstone. à titre perso, je me repose la question de l'existence d'Alpine en tant qu'écurie de Formule 1 dans les prochaines années. Moi je pense que ça sert à contrôler Enstone. Mais tu crois pas que c'est le rôle du nettoyeur? Tu crois pas que c'est le Si. type qui va venir annoncer les mauvaises nouvelles? On le sait un petit peu brutal, on sait qu'il a un certain sens du courage, on va dire politique, on va le dire ainsi, hein, Certain voilà, sens. vous avez compris ce que je voulais dire. Est-ce que c'est pas justement l'homme qui va désindustrialiser Renault en Formule 1, qui va justement annoncer les mauvaises nouvelles de la fermeture de Viry? On n'en est pas encore là. Hein. Après, Ou alors est-ce que c'est pas l'homme justement qui va peser aussi dans le sens politique de cette écurie Alpine? N'oublions jamais que par exemple Alpine n'a jamais pesé dans les débats sur la rupture du gel moteur, tu sais, quand il en Oui. était question en fin de saison dernière, et que personne n'a pris Alpine au sérieux, n'a même écouté Alpine. Est-ce que c'est pas remettre justement sur le plan politique, ce qui est très important, une figure et quelqu'un qui a une sorte de poigne de force? Parce que Bruno Famin, ça fait 1 an qu'il est là, mais il est relativement étranger au monde politique de la Bien Formule 1. Bien sûr. Il n'est pas étranger, bien sûr, au niveau sportif et technique, ça, on est bien d'accord. Mais par contre, Flavio Briatore, quand il va se planter dans une salle, effectivement, il est un peu plus écouté que le reste. Gunther Steiner le disait par rapport à l'arrivée d'Andretti en F1. Il dit, moi, pour arriver en F1 et pour être écouté en F1, j'ai fait 2 années complètes de lèche. C'est traduit, hein, bien sûr. Et d'Actor Mais- Studio aussi. Mais sur Netflix. c'est aller faire des dîners, c'est oh mais comment tu vas, machin, me montrer avant qu'on accepte que As arrive et avant d'être écouté. Alors que j'ai dû Flavio, faire lui, tout ça. Flavio organise le dîner déjà. Voilà. mais c'est con. Non, mais c'est vrai, mais question tout ça est simple. important. Question simple, tous les directeurs d'écurie d'Alpine, ils ont fait 2 ans là ces dernières années? Non. Et Flavio, il a fait combien chez Einstone, je veux dire. Einstone, il a fait 14 ans, Oui. 15 ans. T'as 2 passages en plus avec Par le contre, Et nettoyeur. puis même, on sait qu'il est proche de Toto Wolff, enfin ça Attends, peut aider attends. si demain De tu veux Domenicali, avoir une influence. D'Alonso, Bien sûr. manager de, enfin tu vois, il y a, voilà. en fait il a. Mais après, est-ce qu'il aura un rôle exécutif au sens sportif? Et là, je pense forcément à l'avenir à court terme. Il est manager de Jack Doohan. Est-ce que Jack Doohan, concrètement, ça va pareil, Julien Febvre disait que, je crois que c'est le 4 juillet, il y aura des tests pour comparer la performance de Doohan et de Mick Schumacher. Voilà, moi j'ai besoin d'avoir plus de clarification sur le rôle exécutif de Flavio Briatore avant Mais t'en d'avoir un auras avis pas. définitif. T'en auras pas. Tu en auras quand tu auras des décisions qui seront prises et que tu sauras Oui. si ça vient justement du chef de Bruno Famin ou de celui de Flavio Briatore. J'ai quand même l'impression, quand c'est Luca De Meo qui vient chercher un consultant exécutif, j'ai quand même l'impression qu'il le met un petit peu dans les pattes du directeur sportif de cette écurie. Quand même. Voilà. C'est Décision de Luca De une Meo sensation. a plus de poids que la décision de Famin. On est bien Complètement. d'accord. Exactement. Mais rappelons-nous par contre une dernière chose, c'est que Briatore c'est un homme d'Enstone, pas de Viry. Hein. Tout à fait. C'est un homme d'Enstone. C'est Tout à fait. Benetton. Il y a en soi lui, Renault, il l'a entre guillemets subi. Ce que je veux dire, c'est que lui, c'est l'écurie d'Enstone. Donc lui, il va mettre sa main là-bas. Mais si lui il décide que justement Renault, c'est bon, il nous saoule.
En fait, il pourra avoir Alpine Mercedes. Par contre, et du coup, moi je rejoins Jérémy sur son analyse sur un point, c'est que la mainmise de Briatore sur Enstone peut mener à la fin de Renault en Formule 1, dans le sens où, si Alpine se motorise ailleurs, c'est un camouflet terrible pour Renault, dans le sens où, aujourd'hui, la marque liée à Renault ne veut plus de ces moteurs-là pour être compétitif en F1. Derrière, le projet promotion ingénierie Renault, il est mort. Mort de chez mort. Qui va vouloir acheter une Renault si Alpine ne se fournit même pas chez Renault ? Bien sûr, complètement. Il est foutu s'il se passe ça. Après, tu me diras, je le disais samedi, mais on est dans une ère où il y a des moteurs Mercedes, il y a des moteurs Renault dans les Mercedes aujourd'hui qui roulent sur. Mais pas en F1. En route, en F1, c'est un petit peu. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins, c'est un petit peu bizarre. C'est une question de coût, pas une question de compétitivité. Exactement. Et cette histoire, quand même, nous ramène à ce propos, et je conclurai là-dessus, de Bruno Famin quand il a pris qu'il avait pris la direction de l'écurie il y a maintenant 1 an, où il expliquait justement aux médias qu'il était allé à Enstone pour rassurer tout le monde, et qu'à Enstone on lui a dit mais nous le problème c'est qu'en fait on n'a plus qu'un seul client, c'est Renault. Et que Famin disait mais attendez, je comprends pas, c'est nous les propriétaires, c'est nous qui payons les salaires, enfin Enstone c'est nous, c'est Renault. Et que Enstone, quelqu'un à Enstone lui avait répondu ouais, nous on aimerait bien aussi travailler avec Mercedes, et à l'époque ça nous avait fait sourire, on disait mais ils sont complètement zinzin chez Enstone. J'ai quand même l'impression qu'avec les dernières, on attend des officialisations, il n'y a rien d'officiel pour le moment, mais avec les dernières infos qui fuitent, ça commence à ressembler un petit peu à ce scénario là. Oui, mais de toute façon, c'est pas des employés de Viry, c'est des employés d'une usine de Formule 1, mais qui pourrait être Williams en fait. Il n'y a pas d'identité à Enstone liée à Renault. Sentiment d'appartenance. Ou qui pourrait être Hermine Racing Team. Pourquoi pas, un jour. Germain Racing Team, pour ceux qui n'auraient pas. Je suis en train de faire des dîners. Et il y a d'ailleurs un Kiss Bang Bang qui a été ouvert. Je cherche 150 millions. Si jamais. Ça serait marrant que je batte la cagnotte de Villebrequin de Pierrot. Ça serait marrant qu'on vienne à prendre Enstone et Renault et Chrono, où Bruno Famin et Laurent Rossi commencent à faire des émissions YouTube. Franchement, ça serait un truc. Je paierais pour voir. Laurent Rossi serait fort en présentateur, je pense. Je pense aussi. Passons au quatrième enseignement, les gars. Et parlons d'Aston Martin. Allô Aston, on a un problème. 7ème force drôle, ce week-end. J'adore. Un manque cruel de rythme de la part de Aston Martin. De gros problèmes de dégradation en course. Et une question qui nous revient en tête parce que Mike Crack a fait justement un petit peu l'intéressant vendredi en disant ouais, tout le monde nous tombe dessus dès qu'on fait une mise à jour, en disant de facto sans voir la voiture en piste que cette mise à jour est ratée. Regardez, au Canada, on a pourtant eu de la performance. La preuve même, on a mis 2 voitures dans le top 10. Bon, bah écoutez, de la flotte. Force est de constater que Montréal était donc peut-être une anomalie. C'est une question que je vous pose. Plus d'évolution, plus de régression, ça pourrait être le nouveau slogan aussi de Aston Martin, avec bien les différents épisodes depuis le step-up effectué l'année dernière. Des problèmes compris à l'usine, entre le problème de corrélation entre simulation et piste. On nous dit que ça y est, on a compris ce qui se passe du côté de l'usine et que eh bien, ça devrait être amélioré, mais qu'il va falloir être patient du côté d'Aston Martin, qu'il n'y aura pas d'amélioration concernant les performances avant la trêve. Les gars, Aston Martin, ça commence à être très 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 inquiétant quand même. La communication d'Alonso aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est plus la saison 2024. C'est Honda. Je suis même plus sûr que ce soit la saison 2025. Oui, c'est Honda 2026. Donc oui, forcément, c'est inquiétant. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir des explications sur la méthodologie de travail pour comprendre ce qui s'est passé entre deuxième force. Et là, elle était deuxième force, clairement, parce qu'il y avait un retard de... Bon, McLaren, je ne vais même pas en parler, ils étaient en fond de grille. Même Ferrari était derrière, Mercedes était derrière. Et Alonso amenait cette voiture à lutter avec un peu derrière Pérez. Que s'est-il passé en 18 mois, en même pas 18 mois, pour que tu passes de la deuxième force à une écurie qui n'est même plus dans les points aujourd'hui en Formule 1, qui est, selon les GP, 6, 7, 8, 9e force parfois. Si tu reprends la chronologie de pourquoi Aston Martin s'est retrouvé là où elle était début 2023, a priori, il y a quand même une forte copie dès Barcelone 2022 de la Red Bull, du concept de la Red Bull. En 2023, c'est l'apogée de ce concept Red Bull, où au final, l'Aston Martin se retrouve, parce que à peu près les mêmes qualités et défauts que la Red Bull, mais en légèrement moins bonne, se retrouve en deuxième force dès le début de saison. La Red Bull commence à se faire rattraper en fin de saison. L'Aston Martin, elle aussi, se met à régresser. La Red Bull n'est plus dominante cette année. L'Aston Martin, avec la même philosophie, est
plus basse. Sauf que la différence, c'est que Red Bull a opéré un switch cet hiver pour essayer de se maintenir en haut en changeant de philosophie sur certains aspects. Et il faut me dire si je me trompe, mais il me semble que c'est pas le cas d'Aston Martin. Clairement. Qui, du coup, reste sur une philosophie de ce qui pourrait ressembler aujourd'hui à la Vicarb, à la Racing Bull. Bah, c'est marrant, ils se retrouvent au même endroit. Donc, je pense que l'usine à Silverstone est sortie de terre, on est bien d'accord. Oui, mais elle n'est pas encore exploitée. Ça Ouais. sera que dès l'hiver prochain, notamment tous les outils simulation pour être exploités. Voilà, je pense qu'ils vont avoir besoin de ça absolument à venir. Mais on le voit, de moins en moins de simulations corrèlent à la piste. Donc est-ce qu'ils vont avoir besoin que de ça ? Je pense pas. Ils vont avoir besoin de profiter aussi de la fuite des cerveaux. Ils en ont profité, mais pas forcément parfaitement non plus. Dan Fallows a fait du bon boulot, mais en attendant, il ne maintient pas Aston Martin en haut. Donc oui, je pense qu'il y a un souci encore, qui est le point noir d'Aston Martin et de Force India et de Racing Point, c'est on fait un truc bien, on n'arrive pas à le maintenir avec des évolutions qui tendent vers la progression. On a eu, je pense, la plus longue période de progression de l'histoire d'Aston Martin avec une progression de Barcelone 2023 à Bahreïn, 2022, pardon. À Bahreïn 2024. À Abu Dhabi 2023, je dirais, non ? Un peu avant, la saison 2023. Japon, c'est au Japon la que fin ça de saison s'arrête. 2023, Oui. elle est compliquée. Donc sur 25 Grands Prix, on a une vraie séance de progression. Mais en fait, McLaren, ça dure depuis 2 ans. 2 ans maintenant, tu vois. Non, un an. Un an, L'année pardon. dernière, Un an. Red Bull, ça a duré des années et des années. On a besoin de voir cette installation au sommet. Et pour le moment, je suis encore déçu. En fait, l'année dernière, on nous a justifié le fait de la baisse de performance par une direction mauvaise qui a été prise dans les évolutions à mi-saison. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle saison. On nous a dit que justement, les erreurs commises, on a pu les comprendre, on a pu les analyser, et on sait désormais dans quelle direction il ne faut pas aller dans le développement et dans où on veut amener ce concept. À force est de constater effectivement qu'il y a quelque chose qui coince encore. Rappelle-toi qu'en début de saison, on avait des luttes Alonso, Russell, Hamilton, et qu'on parlait de ce no man's land là d'Aston Martin et de Mercedes. Aujourd'hui, Mercedes est à des années-lumière d'Aston Martin. Clairement, et même l'une des justifications d'Aston Martin, c'était de dire que le souci de corrélation simulation-piste venait du fait qu'ils exploitent notamment la soufflerie de Mercedes, la CFD aussi également de Mercedes. C'est assez étonnant parce qu'on a l'impression que Mercedes, Toto Wolff le disait vendredi, ils ont compris ce qui ne marchait pas dans leurs outils de calcul pour arriver justement au résultat qu'ils veulent sur la piste. Comme par hasard, Aston Martin nous dit au même moment, ça y est, on a compris pourquoi on n'a pas de corrélation entre la simulation et la piste. Peut-être à voir. Là, ce que dit, on va finir là-dessus, d'ailleurs Mike Crack justement nous disait après la course, par votre communiqué, c'était un week-end frustrant pour l'équipe, mais pas totalement inattendu. C'est une course à oublier sur un circuit qui a exposé nos faiblesses connues. Nous comprenons les points à corriger, mais nous devons être patients car ils ne se reproduiront pas du jour au lendemain. Ce qu'on explique en filigrane du côté de cet éclat de Mike Crack, c'est maintenant on a compris ce qui marchait pas et ce manque de corrélation entre la simulation et la piste. Le temps qu'on réagisse, ce sera au retour de la trêve. En fait, ce que dit Mike Crack là, en fait, je pense qu'on n'en a jamais vraiment parlé de ça, mais on attend d'Aston Martin qu'ils ne dépendent plus de quelque chose, en fait. Alors ils vont toujours dépendre du moteur, certes, mais on dépend de la soufflerie chez Mercedes, on dépend de certains trucs, on dépend du concept qu'on copie à Red Bull. Mais ils pourront plus avec Honda. Mais ça met du temps tout ça aussi. C'est ce que Ouais, dit mais dans Alonso, on est passé fait, de 250 à 900 employés. Honda, aussi, il n'y aura vois. plus d'excuses parce que Honda sera le seul. C'est ce qu'ils veulent. Enfin, il y aura une seule écurie motorisée par Honda, ce sera Aston Martin. Donc à ce moment-là, tout sera fait pour Aston Martin. Alors s'il y a un manque de performance de la part d'Honda, ça ce sera une autre excuse. Mais en attendant, ce que l'on a pu entendre aussi l'année dernière, c'est qu'on doit aussi s'adapter à la configuration du moteur Mercedes dans la conception de la voiture. On dirait Red Bull et Chrono, tiens. Effectivement, mais ce qui est normal. Mais au final, ça Là, a payé. Hein. Effectivement, et là tu vas te retrouver avec Honda. Alors forcément, tu as envie d'avoir un sentiment plutôt d'attente et d'excitation parce qu'on voit aujourd'hui ce qu'est capable de faire Honda. Après, on verra effectivement à partir de 2026 avec cette nouvelle réglementation. Mais le changement de dimension de la structure de l'écurie Aston Martin doit t'amener justement à de l'efficacité. C'est pas parce que tu as plus de moyens humains, pas forcément financiers, parce que tu as forcément le plafond, le plafond budgétaire, mais c'est pas parce que tu as plus de moyens humains que tu peux te permettre plus d'erreurs. Justement, non, tu dois être encore plus efficace pour amener ta structure à l'excellence, en l'occurrence qui est aujourd'hui McLaren, qui est aujourd'hui Red Bull.
Et à voir, là, j'ai vu qu'il récupérait Enrico Cardile, Oui. le directeur technique de Ferrari. Voilà, tu pioches à droite à gauche, mais ensuite c'est aussi dans l'exécution du développement que Aston Il Martin va est falloir attendu. une indépendance efficiente du développement, ne plus dépendre des autres, et au moment où tu dépendras plus des autres, comprendre ce que tu fais. Mais on manque toujours de ça. On a quand même l'impression que toujours c'est un coup de chance parce qu'on a copié la bonne personne. Et- Plutôt que d'avoir et trouvé mine une de la rien. solution en fait. Et mine de rien, encore une fois, il faut profiter d'Alonso. Parce Bien qu'Alonso, sûr. il sera pas là éternellement. Il l'a redit ce week-end. Hein. Et si demain tu perds Alonso, tu sais pas qui tu récupères. Peut-être que Tsunoda, parce que Honda, parce que. Mais si tu as Tsunoda Stroll, par exemple, dans le développement, dans la direction, dans le retour technique, ce sera pas pareil, avec tout le respect que j'ai pour Stroll et pour Tsunoda. Là, tu as Alonso pour une durée déterminée. Ça peut être 1 an s'il en a ras-le-bol. Oui, ça, ouais. Et qu'il a des retours négatifs sur 2026. Ça peut être 3 ans, ça peut être. On sait pas, mais. C'est du temps de perdu, en fait, ce qui se passe aujourd'hui chez Aston Martin. Exactement. Voilà en tout cas pour les 4 renseignements, les amis, avant de refermer cette page. Regardons le classement des pilotes et des constructeurs. 69 points séparent désormais Max Verstappen de Lando Norris. L'écart se creuse de points d'avance pour le Britannique qui repasse devant le Monégasque Charles Leclerc. Et puis derrière, le trou est fait avec Carlos Sainz et Sergio Perez qui s'enfoncent petit à petit dans ce classement. On signalera que Tsunoda est toujours dans le top 10 et que Fernando Alonso, pour le moment, maintient sa place également à la 9e position. Côté constructeur, eh bien c'est très simple, 50 points d'écart désormais entre Red Bull et Ferrari et 60. Oui, 60. Oui, merci beaucoup. Ah non, oui, 60. Non, oui, 60, ouais, c'est bien ça. Voilà, et puis 33 points désormais d'écart entre McLaren et Ferrari également. Voilà pour ce débrief de ce Grand Prix d'Espagne. On va continuer la discussion et les enseignements presque tirés de ce Grand Prix en se posant la question de qui peut concurrencer Max Verstappen dans cette deuxième partie de saison. En fait, c'est une appel à candidature. On a un peu le pôle Une emploi. offre d'emploi. C'est une offre On a mis d'emploi. une offre d'emploi sur la table. C'est ça. Concurrent au poste de champion du monde face à Max Verstappen. Voilà, on va passer les entretiens d'embauche. Exactement. Normalement, il n'y aura pas Fernando Alonso. Non, alors, je sais pas. Moi, en tout cas, je l'ai pas mis. À la fin, dans la nuit, il se passe des choses quand on prépare cette émission. C'est ça. Mais Et on précise que c'est pas le manque de sommeil qui fait que t'es rouge à la cam, c'est parce qu'il Non. fait 73 degrés dans le studio à l'heure actuelle. voire 87, la température qui monte d'un cran. On se croit au Grand Prix du Qatar. Exactement. N'oubliez pas les amis que cette émission est disponible aussi en podcast. Si vous êtes sur la route, vous pouvez nous écouter et ne nous regardez pas parce que vous allez vous mettre en danger. Et n'oubliez pas que sur FTS, vous avez un programme de dingue qui vous attend dans cette semaine. Dès mardi, dès demain, vous aurez bien sûr le débrief France-Pologne. Dernier match de poule bien sûr qui sera à vivre en direct. La preview du Tour de France, ce sera aussi également mardi avec Polo et toutes ses équipes. Et puis n'oubliez pas qu'à la fin de la semaine, il y a une finale de Top 14 et toutes les équipes de First Team seront également mobilisées pour vous faire vivre cet événement. Salut bébé, c'est l'Ovalie, on se régale, le gros pépé des trains, à mercredi.